Bien, nous allons commencer le séminaire. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Luc Steels, qui était au départ à l'Université libre de Bruxelles et qui est depuis 5 ans à Barcelone, à l'Institut de recherche avancée de Barcelone. Luc Steels a été formé au départ en linguistique, mais très rapidement s'est orienté vers l'informatique et les mathématiques. Il s'est formé à MIT en informatique et ensuite il est revenu à l'Université libre de Bruxelles comme professeur en 1983 et quelques années plus tard a fondé le département de recherche en informatique de l'Université libre de Bruxelles. Et il s'est toujours intéressé, donc tout au long de ces années, à l'intelligence artificielle et notamment au traitement du langage. Alors, il a été aussi, parmi son CV, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mentionner quand même qu'il a été fondateur du laboratoire de recherche Sony, ici à Paris, qui s'est intéressé à la communication et notamment à la communication entre robots. Qui est un point intéressant, c'est-à-dire est-ce que des systèmes artificiels peuvent évoluer des capacités de communication, dans quelles conditions et quel type de langage vont-ils se créer si jamais ils doivent apprendre à communiquer entre eux. Et je crois que c'est de ça que va nous parler Luc Steels aujourd'hui, donc sous le titre « Intelligence artificielle et modèles théoriques de l'origine du langage ». Merci beaucoup, Luc. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je dois dire tout de suite que je ne suis pas francophone, ce n'est pas ma langue maternelle, mais je vais quand même parler en français. S'il y a quelques fautes, je m'excuse, ou si je ne trouve pas les mots, il y aura des mots en anglais. Aussi, mes transparents, malheureusement, je n'ai pas pu les traduire, mais bon, je vais quand même expliquer ce qui est là-dessus. OK, alors... Le problème de l'origine du langage et de l'évolution du langage est un problème extraordinaire. Et c'est probablement le problème qui est le moins résolu de la science. On a des théories sur l'origine de la vie, du cosmos et tout ça, mais l'origine du langage, ça reste un mystère. C'est aussi clair qu'il y a trois sous-problèmes, on peut dire. D'abord, il y a le problème qui a été évoqué ce matin par Stanislas Dehaene, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le cerveau ou avec l'articulatoire. Et ça, c'est une question biologique, en fait, ou psychologique, neuropsychologique. Mais il y a aussi le problème social. Ça veut dire, pour avoir du langage, il faut une société, il faut, par exemple, qu'il y ait un minimum de trust dans l'autre. Il y a aussi une groupe, il faut la nécessité du langage. Et troisième aspect, il y a aussi un aspect culturel, l'aspect linguistique. Alors, tous ces trois types d'évolution, je dirais, aident l'autre. Ça veut dire s'il y a plus de complexité sociale, il faut plus de langage. Au plus de langage, on peut avoir une complexité sociale plus compliqué. Et pour avoir une complexité linguistique, il faut aussi un cerveau qui est capable de fonctionner avec ça. Et même chose avec le social. Alors, il y a les trois types de complexité, il y a l'évolution dans les trois, et l'un est l'être autre. Bon, je pense que l'aspect cerveau est en fait le sujet du cours, et Stanislas est, je pense, une des personnes les mieux connues dans le monde dans ce domaine, et il va parler de ça pour plusieurs cours. Ça, c'est l'aspect biologique. Il y a l'aspect social, évolution sociale. Il y a des gens comme Dawkins, par exemple, ou Robert Trivers ou Chris Knight, qui ont fait des théories sur comment les préconditions sociales peuvent évoluer. Et le troisième aspect, j'ai mis des peintures flamandes de Bruxelles, là. Alors, le troisième, c'est très connu, c'est le tour de Babel de Peter Bruegel. Hein. Et là, c'est pour indiquer l'aspect culturel. Et là, on peut dire qu'il y a une linguistic evolution, évolution linguistique. En fait, de Saussure avait déjà le terme linguistique évolutif
En anglais, on dit evolutionary linguistics. Et dans mon discours aujourd'hui, je vais me focuser sur ça. Partiellement parce que je suis linguiste, mais aussi parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre l'origine du langage si on est uniquement se concentre sur ça ou sur ça. Il faut aussi cet aspect-là. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y a beaucoup de linguistes qui pensent comme ça que, ça c'est une quote de Chomsky et Berwick, les langages changent, mais ils n'évoluent pas. Or, je trouve ça bizarre. C'est pas utile de penser qu'il y a l'évolution biologique et aussi une évolution non biologique. Et bon, eux, ils disent ce n'est pas du tout l'évolution. Alors moi, je crois, et c'est la thèse que je vais défendre ce matin, c'est que le langage est un système qui est en fait adaptif, c'est un système complexe, adaptif, qui évolue tout le temps, mais d'une façon culturelle, et qui utilise les capacités cognitives, l'articulatoire et tout ça, mais en fait, il y a une force incroyable, un système incroyable d'évolution culturelle. Bon, pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que quand on regarde vraiment comment le langage change, ce n'est pas superficiel. Il y a vraiment des changements profonds, des innovations qui se font. Par exemple, ici, ça c'est les mêmes phrases dans le français. Bon, on commence ici avec le latin. Et si on dit ici « scire et posse », qui devient « savoir et podir »,« savoir et pouvoir », comme maintenant. Mais on voit par exemple l'apparition des articles. Dans le latin, il n'y avait pas un système de détermination avec des articles. Mais dans toutes les langues romaines, il y a des articles, l'italien, l'espagnol, etc. Et ça, c'est pour moi une innovation linguistique, l'origine des articles. Mais on voit aussi, par exemple, que l'ordre de la phrase, la structure de la phrase change. Par exemple, ici, on voit que le verbe était après le sujet et les objets, et maintenant le verbe vient dans deuxième position dans la phrase, etc. Il y a des changements dans l'expression du temps, aspect par exemple, il y a plein de changements, même pendant 1000 ans, on voit le langage changer. Ça, c'est une chose. Alors, ce n'est pas superficiel, ce sont des phénomènes intéressants. Et l'autre chose, c'est qu'ici, j'ai une idée d'August Schleicher, qui était un Allemand, qui était en fait dans son temps, c'était le temps de Darwin, qui était le linguiste le mieux connu en Europe. Et il dit, par exemple, les langues sont des organismes de nature. Ça veut dire qu'il faut les voir comme organismes qui sont en évolution, et il faut, en fait, lui, il voit des connexions très fortes avec les théories de l'évolution de Darwin et autres qui ont été développées. Et c'est en fait de Saussure qui, ici à Paris, il a coupé la linguistique, il a coupé de ses racines évolutionnistes et il a focusé sur le langage, bon, comme on dit, synchronique, ça veut dire comme ils sont maintenant. Ok, alors c'est dans cet esprit que je vais parler aujourd'hui. Et quand on regarde alors la biologie, moi je travaille en fait dans un laboratoire de biologie évolutive. Et alors tout le monde autour de moi est en train de poser les mêmes questions. Ça veut dire comment est-ce qu'on va de A à B? Et B peut être des poumons, par exemple. Alors on a des espèces de salamandres, ils n'ont pas des poumons, et après on voit qu'il y en a qui ont des poumons. Ou par exemple, ça c'est des poissons cyclides, on voit qu'il n'y a pas des taches ici ici, hein, et là il n'y a pas de taches, et là il y a des taches. Alors comment est-ce que ça se fait? Pourquoi? Quels sont les mécanismes qui font ça? Ce sont les abeilles. Il y a des abeilles solitaires et il y a des abeilles qui fonctionnent dans une
une collectivité massive des abeilles. Alors, comment est-ce qu'on est allé d'ici à ça? Ou par exemple, comment est-ce qu'on est allé des organismes unicellulaires vers multicellulaires, etc., et des organes? Et évidemment, la question la plus profonde, c'est que l'origine de la vie, comment est-ce qu'on est allé de la chimie vers le monde pré-RNA et ADN, etc. Comment les étapes sont possibles? Et dans la biologie, on cherche aussi des principes. Ce n'est pas les insectes comme ça, les poumons, ce système-ci et là, mais c'est aussi, on cherche des principes généraux pour expliquer l'origine des structures dans les organismes. Alors, on doit faire la même chose dans la linguistique. Ça veut dire, quand on a un phénomène, par exemple, il y a beaucoup de langues qui ont des vocabulaires pour des couleurs, okay? Comme rouge, blanc, vert, etc. Et il y a des études de Berlin and Kay qui ont montré que, en fait, il y a des différences entre les langues. Il y a des tendances universelles, mais il y a des différences. Et il y a aussi une évolution là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des langues qui n'ont que deux noms pour des couleurs. Et s'il y a une troisième, c'est typiquement rouge. Et après, c'est typiquement jaune ou vert. Et après, il y a bleu, etc. Il y a une complexité qui augmente. Alors ça, c'est un exemple qui a un système lexique où il n'y a pas de nom pour les couleurs. On voit apparaître des noms pour les couleurs. Et dans le temps, ça devient plus complexe et on voit de plus en plus de couleurs. Ça, c'est un exemple d'une question qu'on essaie de comprendre. Ou d'autres exemples, ce sont les articles. Il y a déjà la question d'où viennent ces articles en français. Comment c'est possible qu'à un certain moment, il y a des articles qui apparaissent. Mais aussi après, et ça c'est un exemple de l'allemand, on voit des articles dans l'allemand contemporain comme der, die, das, dem, etc., qui expriment en fait le cas nominatif et le genre et le singulier pluriel. Alors ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'au début, le système, c'est déjà une évolution, mais au début, on voit que le système est assez régulier, et après un certain temps, il y a de plus en plus des syncrétismes. Ça veut dire que la même forme est utilisée pour plusieurs fonctions. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme le système était bien, et après, il y a toutes des perturbations dans le système. Et je peux continuer comme ça pour poser des questions, les couleurs, les articles, mais par exemple aussi les sons, comme la nasalisation en français, et il y a le nez qui est impliqué. Alors d'où ça vient? Parce qu'en latin, ce n'était pas le cas. Ou il y a des langages qui n'ont pas de structure de prédicat, n'est pas exprimée. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire explicitement qui fait quoi dans l'action qui est nommée par le verbe. Et après, on voit qu'il y a des grammaires de cas qui sont émergentes. Bon, il y en a peu, mais après, on voit des langages, surtout des langages slaviques, qui ont peut-être 80 cas. Il y a le problème pour exprimer le temps, tense, aspect, mood, modality. On voit des langages qui font pas ça, comme le chinois. Et après, on voit des langages, comme le russe par exemple, qui ont des formes extrêmement compliquées pour parler du moment ou le type de l'action. Et évidemment, comme avec l'origine du langage, il y a la question, est-ce qu'on peut aller au début et de comprendre comment il n'y a rien, il n'y a pas un langage. Et après, étape par étape, le langage se forme. Alors ça sont les questions qu'on se pose. Et évidemment, ce n'est pas une question d'examiner des systèmes spécifiques, ce qui est très intéressant déjà, mais aussi pour trouver les principes généraux. Alors ce que je vais faire dans le reste de mon discours, c'est de discuter
autour de 4 problèmes. Le problème, c'est que comment est-ce que c'est possible que dans une communauté, une population, comment on peut converger vers le même langage? Ça veut dire, si on part pour Nantes ou pour Lyon, bah, vous pouvez parler français et c'est un miracle, les gens sont capables de vous comprendre. Alors comment c'est fait qu'il y a un langage commun? Parce qu'il y a aussi diversité, c'est le problème du tour de Babel en fait. Deuxième question, c'est comment est-ce que c'est possible que le langage est tellement bien adapté au corps humain, mais aussi aux problèmes qu'on a, l'écologie humaine et notre capacité cognitive, le système cognitif. Troisième question, c'est d'où viennent les innovations linguistiques? Comment est-ce que c'est possible qu'il y a des articles qui émergent, par exemple? Et finalement, c'est la question de structure hiérarchique. D'où viennent ces structures-là? Alors, pour la première réponse à la première question, pour chaque question, en fait, je vais prendre des idées, des mécanismes, des principes de l'évolution biologique et je vais essayer de voir comment on peut les adapter pour comprendre l'évolution linguistique. Ça veut dire que la façon d'expliquer, ce n'est pas par la biologie, mais c'est culturel, mais c'est quand même les mêmes principes qu'en biologie. Et le premier principe qu'on utilise pour comprendre ce problème de convergence d'un langage, c'est self-organization, ça veut dire auto-organisation. Je peux peut-être illustrer avec des exemples. Quand on a, par exemple, des oiseaux dans le ciel, c'est possible qu'ils forment des nuages comme ça. Il y a aussi les fourmis qui peuvent créer des chemins entre nourriture et le nid. Ou ici, ce sont aussi des fourmis qui sont capables de faire du clustering comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas, dans les fourmis, par exemple, il n'y a pas un chef qui va dire, ben non, tout le monde, il faut aller là parce qu'il y a de la nourriture. Hein. C'est auto-organisé. Même chose avec les oiseaux, il n'y a pas un chef qui va dire, maintenant tout le monde à gauche, et ils vont comme ça. Non, c'est un système qui, chaque organisme est autonome et bouge à peu près aléatoire, on peut dire, mais il y a des influences de l'autre et il y a une structure qui se forme et la structure aide à faire des contraintes pour les individus. Et ce principe, hein, il y a beaucoup de littérature autour. Il y a par exemple ce livre fantastique avec des Neubourg et Terrolas Bonabo sont des Français, des Neubourg et les Belges, qui donnent des exemples. Et on connaît bien en fait la théorie derrière, parce que aussi dans la chimie, par exemple, il y a des auto-organisations déjà sur les niveaux chimiques ou dans la physique. Et il y a aussi auto-organisation dans les structures sociales. Par exemple, ça c'est New York. Hein, et on voit, quand on regarde qui habite où, que par exemple les Asiatiques, ils sont dans certaines parties de la ville, ils sont majoritaires. Et dans d'autres parties, ce sont les Blancs qui sont majoritaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était planifié comme ça? Mais non, les gens décident eux-mêmes où ils vont vivre. Mais on voit aussi des structures sociales qui se auto-organisent. Alors, ça, c'est l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour expliquer comment le langage, en fait, s'auto-organise aussi. Parce que même s'il y a l'Académie française, il y a tout le temps des innovations dans le langage, surtout avec les smartphones et tout, c'est incroyable ce qui se passe en français. Et l'influence de l'anglais et tout ça. Alors, il n'y a pas aussi des structures, un chef qui dit comment tout le monde doit parler.
Et les gens inventent, les gens changent, les gens s'adaptent, mais quand même, il y a cette cohérence. Et il y a en sciences sociales, il y a Thomas Schelling, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prix Nobel pour économie. Et lui, il a proposé une façon d'étudier ce genre de choses dans le domaine social. Et surtout pour étudier le problème de segregation. Hein, comment ça se fait qu'il y a des communautés qui sont dans la ville séparées. Et ce qu'il a proposé, c'est la notion de, en anglais on dit agent-based model. Ça veut dire un modèle avec des agents. Et lui, en fait, c'est un modèle dans son cas, assez simple, mais ça peut devenir très complexe. C'est en fait l'idée qu'il y a une population d'agents. Bon, on peut imaginer maintenant, quand on fait des simulations, que les agents sont écrits en software. Hein, sont des simples programmes, on peut dire, avec une structure de données et un peu d'action. Et il y a un automate cellulaire, ça veut dire un grid, hein, et chaque cellule ici représente une maison dans son modèle. Et il y a quelqu'un qui est dans la maison, et cette personne a une certaine attitude, par exemple, où il est blanc ou noir, ou protestant catholique, ou n'importe, ou flamand, wallon, etc. Et alors, le comportement de ces agents est simple. Il regarde autour de lui, et quand il est satisfait, ça veut dire qu'il voit des gens de son communauté, il reste. Sinon, il bouge. Il va déménager aléatoire vers un autre endroit. Alors, ce qui se passe avec cette simple règle, ce simple modèle, qu'après un certain temps, on voit ça. On voit en fait qu'il y a des structures qui émergent sans qu'il y ait quelqu'un ou un processus qui a dit « Ah, on va grouper les gens de la même communauté ». Et ça, c'est la base, en fait, de nos recherches, la méthodologie qu'on utilise. Et ce qu'on a fait, c'est adapter ce modèle, ça veut dire avoir des agents linguistiques qui ont des capacités linguistiques. Et on a une population et on a des interactions locales entre deux agents. Et l'un joue le rôle de speaker et l'autre de listener, okay, qui écoute. Et bon, ils font en fait des jeux de langage. Et on prend deux agents, ils font un jeu de langage, on prend d'autres, etc. Et le jeu de langage, ça dépend un peu de quel type de problème qu'on veut étudier. Par exemple, si on veut étudier des problèmes dans la phonétique, phonologie, ben, on va donner à ces agents le minimum nécessaire. Ça veut dire le système articulatoire, un modèle de ça, et un système de perception, mais aussi un système d'apprentissage, de perception catégorielle, etc. Les choses que Stanislas a parlé de ça tout à l'heure. Et on a ces agents, et ils jouent des jeux, et ce qu'on veut, c'est après un certain temps, c'est presque comme une expérience chimique, ben, on voit ce qui se passe, et à la fin, on dit, est-ce qu'il y a un système qui émerge dans ça? Et bon, la théorie, c'est un peu, ça c'est le principe de agent-based modeling dans le domaine de l'évolution, de linguistique évolutive. Et si on met des choses dans la soupe, hein, ça veut dire des mécanismes pour utiliser acquisition, invention du langage, et aussi, surtout, pour s'adapter après avoir fait un jeu, s'adapter ou non, ou de quelle façon. Alors, si on met les composants dedans qui sont bons, on va voir l'émergence de quelque chose. Ça, c'est notre méthodologie scientifique. Okay? Et on fait ce genre de choses, on peut faire ça sur papier, mais je peux dire que le langage est extrêmement complexe. Ce qu'on a besoin de mécanismes, c'est
perception, action, etc., c'est tellement complexe qu'on ne peut pas faire ça sur papier. Il faut utiliser, il faut simuler. Et en plus, on utilise, pour certaines expériences que je vais montrer plus tard, on utilise des robots parce que le langage concerne le monde, comme c'est expérimenté par les capteurs, par la perception, l'action, etc. OK. Bon, je vais donner maintenant un exemple pour ça, où on a essayé de capturer la notion d'auto-organisation et voir si on peut faire des systèmes qui auto-organisent, par exemple, un lexique. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'une mémoire, évidemment, chaque agent, hein, d'une mémoire qui est bidirectionnelle. Ça veut dire, ça sont les mots, par exemple, et ça sont le sens d'un mot. Les sens sont des features, hein, comme la taille ou la position de quelque chose dans le horizontal ou des couleurs. Il y a plein de features. Hein, et l'association de ces deux-là. Alors, les règles pour l'apprentissage sont très simples. En fait, c'est un peu comme des automates, comme on trouve aussi dans les modèles de réseaux neuronaux, par exemple de Kohonen. Ça veut dire Lateral Inhibition Networks. Mais ils sont bidirectionnels. Ce qui se passe, c'est quand un agent veut exprimer un sens, par exemple celui-là, qui dit la taille est grand, hein, mais il n'a pas encore un mot, il peut inventer un nouveau mot aléatoire, par exemple bolima, ou un truc comme ça. OK. L'écouteur, le listener, quand il entend le mot bolima, il n'a jamais entendu ce mot, il ne peut pas savoir quel est le sens. Et après, il y a une interaction en physique. Ça veut dire, si moi je dis bolima, et toi tu dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, ah, ça? OK, ah. Tu peux commencer à faire une association entre un sens de l'eau, par exemple, et le mot que j'ai utilisé. Et dans cette mémoire associative, il y a aussi un score, hein, qui est associé, on peut dire, c'est aussi comme dans les réseaux neuronaux, où il y a entre les nœuds, il y a des niveaux d'activation qui changent. Ça veut dire, si moi je veux exprimer ça, j'utilise le mot wabodi et ça marchait, je vais augmenter le score, mais je vais aussi, et ça c'est le lateral inhibition, je vais aussi diminuer le score des autres, de la compétition pour exprimer le même sens. Et aussi l'inverse, si j'entends le mot zuba et je pense que c'est ça, et ça marche, hein, je montre l'eau, etc., ben, je vais augmenter le score de ça, mais aussi diminuer le score des compétiteurs. Alors, avec cette dynamique très simple, hein, c'est quelque chose qui n'est pas rocket science, hein, c'est bien connu ce type de réseau. On a ça comme résultat, ça c'est pour une population d'agents, 10, et ils peuvent parler de 10 objets, par exemple l'eau, l'ordinateur, la table, la chaise, etc. Et ils commencent sans lexique, rien du tout. Et il n'y a pas un agent, il n'y a pas des humains autour qui vont donner des mots, et il n'y a pas un chef. Hein. Alors, ils commencent à inventer et à adopter le mot des autres. Et ce qu'on voit ici en bleu, ça c'est la taille du lexique, et en rouge, c'est le succès dans la communication. Par exemple, quand je veux de l'eau, et je dis « l'eau, s'il vous plaît », tu me donnes l'eau, bah, c'est un succès. Ça veut dire que la communication est définie dans l'action, dans le résultat de l'utiliser ce mot. Alors, ce qu'on voit, c'est que assez vite, en fait, hein, parce qu'il y a 10 agents, il y a 2 agents qui jouent chaque instant ici, ça c'est après 2000 jeux, et on voit que le succès dans la communication monte très vite et atteint le niveau 100%
succès. Et ici, on voit aussi, au début, il y a plus de mots que nécessaire parce qu'on parle de 10 objets. Ça veut dire l'optimum, c'est d'avoir 10 mots pour 10 objets. Et on voit au début qu'il y a plus de mots que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a, disons, dans cette salle ici, il y a quelques agents là qui ont inventé le mot zobida pour le lot. Et là, il y a 2 autres qui ont inventé un autre mot, il y a 2 autres. Et ça prend un peu de temps pour que toutes ces inventions peuvent propager et qu'il y a une cohérence qui émerge. Mais ça, c'est vraiment l'auto-organisation en action, que c'est possible sans contrôle central de voir cette émergence d'un lexique. Et bon, le principe est général, ça c'est encore une petite démonstration de ça, que très vite en fait, on peut se mettre d'accord sur un lexique. Mais on peut appliquer la même chose, par exemple, pour les voyelles. On a vu ce matin les mécanismes de l'articulatoire, les mécanismes de perception catégorielle, etc. Alors que nous, on prend ces résultats et on pose la question après. Ça veut dire comment, avec un système comme ça, est-ce qu'on peut créer entre une population d'agents un système de voyelles commun? Et là aussi, maintenant, ils jouent un jeu, ce n'est pas un jeu de langage, mais un jeu d'imitation, on peut dire, qu'il y a un agent qui crée un son aléatoire, par exemple O, et l'autre essaie d'imiter. C'est un jeu d'imitation, qui dit par exemple A. Bon. Et les agents qui a produit le voyelle, il est celui qui décide si l'imitation est bonne ou pas. Pourquoi? Parce que dans certains langages, il y a des différences de sons, par exemple en français, entre E et I, qui ne sont pas importants dans d'autres langages, par exemple l'espagnol. Ou le NR dans le japonais, ce n'est pas distinctif, mais en français, c'est distinctif. Alors, ce qui compte comme un voyelle ou un consonant, ça dépend du langage. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que les agents ont un système articulatoire qu'ils peuvent contrôler et qu'ils ont aussi une façon de créer des distinctions perceptuelles et d'apprendre aussi des distinctions qui sont faites par les autres. Et si on fait tourner ce petit jeu comme dans le lexique en fait, mais maintenant phonétique, on voit qu'au début, ça c'est une population de 20 agents, ça sont leurs voyelles dans les cartes qu'on a aussi vues ce matin des formants, et on voit après un certain temps qu'il y a des clusters, ça veut dire que les agents utilisent dans certains temps certains voyelles pour créer un langage. Et ça sont des expériences aussi, parce que chaque fois qu'on fait une expérience comme ça, il y a un autre système de voyelles qui sort. Et on peut faire une distribution et voir si le modèle nous dit quelque chose sur les voyelles qu'on trouve dans les langues naturelles. Et là, on voit qu'il y a les mêmes distributions, en fait, ou similaires, qu'on trouve dans les langues naturelles, où il y a une variation énorme dans les systèmes qu'on trouve. OK, ça c'est numéro 1, auto-organisation. Le deuxième principe, en fait, c'est pour cette situation incroyable que les langues sont adaptées et continuent de s'adapter à nos besoins. Ça veut dire s'il y a un domaine nouvel qui s'ouvre comme Internet, par exemple, il y a des mots qui émergent, il y a des phrases, il y a une syntaxe qui émerge autour de ce domaine-là. Ça veut dire que le langage n'est pas fixe, il est capable de s'adapter à des conditions écologiques qui changent. Et en plus, le langage est extrêmement bien adapté à nous. Alors, comment est-ce que c'est possible? Et là, adaptation, en biologie, ok, tout de suite, on va dire, ah oui,
le modèle d'évolution, natural selection de Darwin, mais bon, ça a beaucoup évolué entre-temps. Et je vais de nouveau illustrer avec une image. Qu'est-ce qu'il faut dans ce principe général? Qu'est-ce qu'il faut? On appelle ça des replicator dynamics. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une population avec des unités qui ont certaines caractéristiques, traits. Et il faut un système de copie, de replication. Mais pour faire une copie, il faut qu'il y ait les caractéristiques qui sont retenues. Ça veut dire qu'il faut inheritance. Mais il faut aussi un système de variation. Ça veut dire qu'il y a des variations qui peuvent être aléatoires. Ça veut dire dans le processus de copying, il y a des erreurs qui sont faites, ou avec d'autres façons, par exemple dans le développement, il y a des contextes différents, il y a une séquence de développement qui donne autre chose. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait variation. Et après, il faut qu'il y ait des sources de sélection. Et ces sources de sélection, ils vont faire que certaines unités, certains éléments dans cette population peuvent répliquer, je ne suis pas sûr que c'est bon en français, oui, ça va, répliquer plus vite que les autres, ou plus, ça veut dire le fitness. Et ça, c'est le mécanisme de sélectionnisme qui est bien connu en biologie, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut adapter ce modèle pour comprendre comment le langage évolue? Et là, je pense qu'on parle vraiment d'évolution. Quand on dit c'est pas utile, comme Chomsky, qu'on pense en termes d'évolution pour le niveau linguistique, je pense que c'est dommage parce qu'on jette en fait une source d'explication possible. Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Voilà, ça c'est un petit exemple du latin, d'où chantons, cantabimus. Et on voit à un certain moment, il y a ce mot-là, cantabimus, et il y a une population, et là, quelle est l'unité de sélection? Quelle est la population? Ce sont des constructions grammaticales, ce sont les mots lexiques, ce sont des sons, des patterns d'intonation et des choses comme ça. Ça, c'est la population dont on parle. Et il y a les copies qui sont faites, il y a replication. Chaque fois, en fait, quand on parle, il y a de nouveau cette même structure est utilisée. Mais il y a aussi des sources de variation. Et les variations viennent de beaucoup de sources, en fait. Bon, d'abord, il y a déjà l'apprentissage. On fait l'apprentissage, mais on n'a pas bien compris le sens, ou on n'a pas bien entendu, etc. Et on va créer une variation. Ça veut dire que le processus d'apprentissage peut introduire des variations. Mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Moi, je fais plein d'erreurs ici avec le français. Il ne faut pas les reprendre. Alors, c'est de nouveau, mais de temps en temps, il y a des erreurs comme ça. On parle vite et il y a certaines voyelles qui ne sont pas exprimées bien. On parle vite et voilà, boum, il y a une variation qui entre dans la population. Et il y a aussi quelles sont les sources de sélection? De nouveau, il y a plusieurs sources de sélection, mais c'est sûr qu'avoir succès dans la communication, c'est le mécanisme de sélection le plus important. Parce que c'est ça qu'on veut avec le langage, on veut être compris. Mais il y a d'autres, il y a aussi l'effort cognitif. Ça veut dire que s'il y a un système qui est plus simple, un mot qui est forme qui est plus simple à prononcer, par exemple, on va préférer ça. C'est un peu comme on essaie de diminuer, ça c'est aussi un principe biologique, diminuer l'effort qu'on a pour aller plus loin. Ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que
on doit être capable d'apprendre. S'il y a un système qui est trop compliqué, par exemple le système de morphologie, et on trouve en espagnol, il y a à peu près 80 formes de verbes pour chaque verbe. Alors quand j'ai appris ça, j'ai presque dit « Ah non, hein, je ne vais pas commencer à apprendre tout ça ». Si on sait, le langage est tellement complexe que c'est incroyable qu'on peut l'apprendre. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les systèmes deviennent très complexes et après ils commencent à être détruits parce que c'est trop complexe pour la transmission culturelle. Alors ça, ce sont tous des sources de sélection. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit apparaître d'autres formes, par exemple cantare habimus, et certaines formes vont naître, des variations, et qui vont, après un certain temps, dominer, en fait. Et c'est ça qui donne que le langage continue à évoluer. OK. Alors, de nouveau, je vais donner un exemple des choses qu'on a fait dans le laboratoire pour jouer avec ces principes, pour essayer de faire des expériences. Et je donne un exemple pour les couleurs. Et bon, on s'intéresse à les couleurs, ça c'est toutes les couleurs que Berlin et Kay ont utilisées. Hein, et ce qu'on voit, ce sont des cartes là, hein, avec des régions dans cet espace de couleurs. Et bon, les noms sont en fait des noms pour des régions dans cet espace de couleurs. Alors ce qu'on a fait, et maintenant je vais donner un exemple des expériences robotiques qu'on fait, pour examiner tous ces principes biologiques pour expliquer l'évolution culturelle du langage. C'est avec des humanoïdes comme ça. Ils ne sont pas très grands, il ne faut pas avoir peur, ils sont comme ça. Et il y a des visions, hein, il y a des mouvements que ce robot peut faire, et il joue un jeu de langage comme je viens de décrire avant. Je vais montrer quand même un petit exemple. Alors au début, ils vont... qu'est-ce que c'est que ça? Au début, ils vont essayer d'avoir une idée de leur environnement. Et il y a un robot, celui-là, qui dit « Bolima ». Et l'autre regarde qu'est-ce que l'objet qui peut être ça, et il pointe. Hein. Et l'autre voit, est-ce que c'est ça le Bolima pour moi? Et il dit, je ne sais pas ce qu'il dit, oui, il dit oui. Hein, voilà. Ça, c'est un jeu réussi de langage. Mais souvent, le jeu ne réussit pas et il dit Zobido. Zobido, ça, non, c'est pas Zobido. Voilà. Et ça, on joue des jeux de langage avec des robots comme ça, des petits et des grands, et pour essayer de comprendre quels sont les principes, hein, quels sont les mécanismes qu'il faut dedans, parce qu'il n'y a pas des miracles. On utilise l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas qu'on peut taper sur Amazon et dire « voilà, je veux 10 kilos d'intelligence artificielle, s'il vous plaît, pour mettre dans mon système ». Ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui devons programmer tout, hein, la vision, l'action, les mémoires bidirectionnelles, tous ces mécanismes-là. Mais c'est comme ça qu'on peut tester en fait notre théorie et nos principes. OK, alors je peux vous amuser tout ce matin avec des vidéos supplémentaires, mais je ne vais pas faire ça. Je vais juste dire, voilà, il faut qu'on attaque en fait le problème d'ancrage des mots, du langage dans le monde, avec la perception, avec des expériences comme ça. Et il y a des capteurs, il y a des feature spaces, hein, il y a des façons de couper les espaces. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je pense dans le cours, il y a d'autres moments que Stanislas parle de tout ça. Mais en fait, ça sont les résultats. On voit c'est pour une population de 5 agents. On peut les faire pour 50 ou pour 500. C'est juste une question de temps. Hein.
Il faut qu'il y en a plus que deux, ça c'est important. Parce que sinon c'est trivial, les deux ils sont toujours présents dans la même situation. Alors, mais il faut, 5 c'est bon, 10, bon. OK. Et on voit après 1000 jeux, on voit que ça sont les prototypes des couleurs qu'ils ont déjà, chaque agent. Hein. Ça c'est pour 1, 2, 3, 4, 5 agents. Et celui-là, par exemple, il a déjà 3 prototypes dans son mémoire en jouant ce jeu. Et les mots, je ne peux pas les lire très bien, mais ça, le mot, c'est data, bamova et bamoru. Ils inventent les mots eux-mêmes. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment... Bon, il y a une cohérence entre ces couleurs, mais il y a quand même des divergences. Et ça c'est qu'on voit après... excuse-moi, après 2500 jeux, on voit plus de mots, plus de prototypes pour les couleurs, et on voit qu'il y a beaucoup plus de cohérence, et ça continue comme ça, et après un certain temps, ils ont un vocabulaire qui est stable pour parler des objets qui sont dans leur monde. Si on introduit d'autres objets avec des couleurs qu'ils n'ont jamais vues, ils vont s'adapter, ça veut dire qu'ils vont faire des extensions de la perception, etc. Ce sont aussi les graphiques qu'on peut trouver dans les expériences. C'est les mêmes que pour l'auto-organisation de lexique que j'ai montré au début. Mais maintenant, c'est plus que ça. Ils doivent aussi inventer les concepts qu'ils vont utiliser. Et là, quand on regarde les... ça c'est un autre... Quand on regarde l'interne dans la mémoire d'un agent, parce que ce qui est formidable avec cette approche, qu'on peut voir tout. On peut capturer ce qui se passe dans les cerveaux des agents, ce qu'on ne peut pas faire avec des enfants ou avec des adultes même. On ne peut pas mettre des électrodes, je sais que Stanislas fait ça, mais dans nos cerveaux pour capturer ce qui se passe. Mais si on a 1000 agents ou 1000 individus comme ça, et de suivre tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils sentent, ce n'est pas possible. Alors, mais ici, on peut faire ça. Et ça, c'est l'interne, la mémoire. Ce sont les mots, ce sont les prototypes des couleurs qu'ils ont. C'est un agent. Ça, c'est après 200, 300 jeux. Et on voit en fait que c'est très dynamique. Ça veut dire l'idée que tout le monde voit les mêmes couleurs et que c'est statique, que c'est inné, c'est complètement faux. Ça change tout le temps. Pourquoi? Parce que l'environnement change. Il y a des expériences, même la même couleur, si on le voit de positions différentes, c'est différent. Et on voit maintenant, c'est à peu près stable, mais il faut aussi dire qu'on introduit des nouveaux agents dans le système pour tester si ça reste stable avec un changement dans la population. Et on voit que de temps en temps, il y a des nouveaux mots qui entrent dans le système, qui sont inventés par des nouveaux agents. C'est comme un enfant qui invente un nouveau mot pour que les parents utilisent un certain temps, mais après, ça disparaît. Mais on voit aussi que si l'environnement change parce qu'il y a d'autres objets, que tout peut être réorganisé. Non, pas tout, mais je veux dire que réorganisation se passe. Alors ça, c'est le deuxième principe, le principe du selection, le système de replicator dynamics qu'on utilise en fait dans toutes nos expériences. Parce que ces idées-là, on fait sur tous les niveaux et, et dans toutes nos expériences. OK. Alors, troisième, c'est les innovations linguistiques. Ça, c'est encore plus, je dirais, plus mystérieux. Et les linguistes, ils ont, les gens qui font le historical linguistics, diachronie, ils ont en fait beaucoup de données. Et ils ont des données sur tous les systèmes, le temps, les articles, le système de cas,
les structures aussi, le syntaxique, le phrase structure, dependencies, tout ça. Bon, ce qui manque, c'est les mécanismes qui expliquent tout ça. Hein. Alors, mais ce qu'on voit, c'est que typiquement, quand il y a un sens, par exemple futur, ben, au début, on voit que le sens n'est pas exprimé, mais il faut le deviner. Par exemple, quand je dis, en anglais, on peut dire « I go to London tomorrow », qui est littéralement « je vais à Londres demain »,« je vais ». Ça veut dire que c'est le présent. Mais en anglais, par exemple, ou en chinois, on n'exprime pas le futur dans le forme avec morphologie. Bon, on peut utiliser des auxiliaires comme I will go to London, mais en principe, on peut aussi dire I go to London tomorrow. On ne peut pas dire I go to London yesterday. Non, là, il faut dire I went to London yesterday. Ça veut dire, on voit dans les langages certains, le temps exprimé ou pas exprimé, mais au début, il faut en fait le deviner. Après, il y a typiquement des mots qui sont inventés lexicalement pour exprimer certaines choses. Et souvent, les mots, ils sont mis ensemble et il y a des phrases syntaxiques pour exprimer un concept. Et ça, de plus en plus, ça devient compacté, en fait, pour devenir morphologie. La morphologie ne tombe pas de l'air, mais c'est le résultat du syntaxe qui devient plus compact. Et après, la morphologie a une tendance de disparaître. Par exemple, à la fin en allemand, par exemple, der, dem, den, il y a dans les dialectes, on dit simplement des. Et il faut écouter très bien pour der, den. Et en fait, en néerlandais, c'est devenu de man, de kat, de boek, sorry, de. C'était aussi un système morphologique qui est simplifié et que du coup, les cas sont plus exprimés. Et ça, c'est un exemple pour l'expression du futur dans le proto-indo-européen. On voit que le kanta, qui est sing, et be second plural. Ça veut dire on utilise en fait un mot, être, pour exprimer le futur. Après, ça devient compact en latin, cantabimus. Et après, il y a l'invention de cantare habemus. Cette invention est nécessaire parce que les gens trouvent que le futur n'est pas suffisamment exprimé. C'est un peu comme en français, qu'au début, on avait non pour negation, négation. Non est devenu ne, c'est typiquement l'érosion phonétique. Alors on a commencé de renforcer négation avec un mot. Par exemple, je ne vais un pas. Et un pas était vraiment un pas. Ou il y a d'autres mots qui ont été utilisés pour renforcer la négation. Et après, on trouve je ne vais pas. Il perd en fait sa fonction comme non. Et je ne vais pas, renforcer. Et après, maintenant, on peut dire je ne vais pas. Et si on veut renforcer, on dit je ne veux surtout pas que. Et moi, j'ai une prédiction maintenant. Dans le futur, on va dire je vais surtout, et ça veut dire je ne veux pas. Et c'est possible, hein. De temps en temps, il y a des mots qui changent comme ça de fonction. OK. Et voilà, ça c'est typiquement des évolutions qu'on voit dans ce cercle. Et il y a ce qu'on appelle en biologie ce concept de emergent functionality, fonctionnalité émergente. Ce qui est par exemple qu'il y a des systèmes qui fonctionnent, qui ont été développés séparément, qui font quelque chose, mais parce qu'ils sont ensemble et dans le même contexte, ils font quelque chose de plus. Il y a un side effect, okay, qui est utile pour l'organisme. Et après, il faut en fait capturer ça
Et on voit beaucoup dans l'évolution génétique, en fait. Ce n'est pas toujours une question de random change et des choses comme ça, mais c'est souvent des fonctionnalités émergentes qui est après capturées que c'est plus sûr que cette étape dans des biochemical pathways va apparaître. Bon, en tout cas, je vois que l'horloge va vite. Bon, je vais juste mentionner qu'on a fait pas mal d'expériences aussi pour modéliser ces processus de grammaticalisation, le mot que les linguistes utilisent pour ce processus, et surtout pour étudier le concours entre nombre, genre, etc., entre, par exemple, le sujet et le verbe, ou entre l'adjectif et le nom dans la phrase nominale en français. Et là, on voit la réutilisation, on voit un processus que le sens devient plus abstrait. Un très bon exemple, c'est négation en français, parce qu'au début, on dit « je ne vais un pas ». C'est littéralement « je ne vais un pas hein, », qui devient, quand on maintenant dit « je ne veux pas croire », ben, il n'y a pas de pas. Hein. Ce pas est devenu abstrait, negation. Après, on va aussi du côté forme, qui a l'érosion du forme, hein. Simplification, syntaxique, simplification du forme. Alors, je vais juste, on fait des expériences avec multi-agents de nouveau. Ça, ce sont des expériences où les agents essaient d'optimiser le son, et on voit que il y a une partie d'un mot est coupée, mais que le système fonctionne toujours. C'est ça le grand challenge, en fait, qu'on peut changer le langage, mais ça doit rester fonctionnel. Ce n'est pas comme un ordinateur qu'on dit « OK, on coupe maintenant, on fait une réparation, et après on recommence ». Non, le langage doit continuer à fonctionner et changer en même temps. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je veux juste finir et dire pour la structure hiérarchique, là, on est surtout focusé pour comprendre le processus de level formation en biologie. C'est par exemple qu'on utilise pour l'explication comment unicellulaires peuvent devenir multicellulaires, etc. Mais ici, pour les abeilles, il y a des solitary bees qui fonctionnent seuls. Il y a une agrégation des abeilles comme ça, une agrégation, et il y a dans cette collectivité, il y a une division de travail, hein, et les abeilles, les worker bees, ils ne peuvent plus répliquer eux-mêmes. Et après, il y a là le swarming, une unité comme ça peut en fait répliquer comme super unit. Bon, je ne peux pas vraiment, c'est juste pour donner l'idée, mais on essaie d'utiliser le même principe en fait de level formation pour comprendre comment on peut avoir des couches hiérarchiques émergentes dans des processus d'évolution culturelle, et aussi en fait, comment ça, expliquer comment on peut avoir des phrase structure, par exemple, et aussi recursion, des structures récursives. Bon, je vais juste conclure maintenant. Je pense l'idée, il y a deux idées importantes. La première idée, c'est que il y a vraiment quelque chose qu'on peut décrire comme une évolution linguistique. Ça veut dire un changement qui se passe dans les langues, mais qui est profond, qui n'est pas simplement superficiel. Et ça implique qu'on peut utiliser les idées de la biologie pour comprendre comment cette évolution se passe. C'est une source d'inspiration pour nous.
Deuxième, j'ai donné des exemples des principes qui sont très importants dans la biologie et comment on peut les utiliser pour poser des questions, pas uniquement sur un système spécifique, mais en général sur les principes de l'évolution linguistique. Mais évidemment, comme en biologie, le test de ces principes, c'est de pouvoir expliquer, par exemple, comment une grammaire des cas peut émerger et comment un système comme l'allemand peut évoluer le système d'articles. Ça veut dire, ça c'est le test, comme en biologie. Le test pour la théorie de Darwin, c'était est-ce que vous pouvez expliquer comment je ne sais pas, l'origine des poumons ou l'origine de l'œil, etc. OK, je vais arrêter ici, comme ça on peut avoir un peu de discussion. Je vais juste, c'est le nouvel an, c'est le temps des cadeaux. Et voilà, ça c'est un livre qui parle de nos expériences. Et ça c'est une site, et avec ça, juste pour cette audience, évidemment, il y a un download for free. Ça veut dire c'est gratuit. Vous pouvez... voilà. OK. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ton cadeau. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que nous pouvons avoir une petite discussion sur ces questions en français, ou si vous voulez formuler vos questions en anglais, c'est possible aussi. Ou en allemand. Et en allemand et en néerlandais aussi. En néerlandais. Alors, je vais peut-être commencer par poser une question. Est-ce que, sur la base des mécanismes que tu as dû utiliser dans ces simulations informatiques, est-ce que tu arrives à une définition de ce qui pourrait être le minimum qui est nécessaire dans un système cognitif, les ressources cognitives minimales dont on a besoin et qui peut-être seraient apparues dans l'espèce humaine, permettraient d'expliquer qu'est-ce qui a changé dans l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces de primates? Oui, c'est exactement la question qu'on essaie de trouver une réponse. Pour le moment, on n'a pas encore une liste très claire qu'il faut mettre dedans. Bon, on a déjà, par exemple, pour les voyelles, on peut dire, voilà, c'est ça qu'il faut pour construire un système de voyelles. Et c'est complètement compatible avec les choses que vous avez racontées ce matin. Et là, on peut poser la question, est-ce que c'est unique pour l'espèce humaine ou est-ce qu'il y a des précurseurs? Ça, c'est le travail que vous faites. Mais, par exemple, il y a des choses étonnantes parce que il y a Chomsky, Hauser, Fitch, etc. Ils parlent beaucoup de recursion, récursion comme étant le grand truc qu'il faut, le mécanisme qu'il faut pour avoir le langage. Et en fait, on a fait des expériences où il y a des structures récursives qui émergent dans les syntaxes de ces agents. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas dû ajouter des choses différentes pour obtenir ça. Ça veut dire, moi je doute que c'est ça qui est le grand centre de l'explication. Mais effectivement, ça c'est une autre voie pour poser cette question, qu'est-ce qu'il faut minimal pour arriver à un système émergent culturel? Donc tu n'as pas encore complètement la réponse. J'aurais aimé avoir une liste d'indices que nous pourrions aller chercher au niveau des circuits. Oui. Travail en cours. Non, moi je pense que c'est les débuts. Les questions de l'origine du langage, on a une méthodologie, on a un point de vue, et maintenant il y a beaucoup de cas qu'on doit étudier, beaucoup de questions qui sont complètement ouvertes. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette proposition de Martin Nowak qu'il faut une pression sur le lexique suffisante, c'est-à-dire qu'il faut avoir nécessité de faire référence à un nombre suffisant de concepts. Dans le cas des couleurs, par exemple, tu as montré, avec 10, on a déjà un lexique considérable et on peut faire référence essentiellement à l'ensemble des objets qui nous entourent. Et Martin Nowak disait qu'il faut au minimum 50
items lexicaux pour qu'il commence à y avoir une pression de sélection suffisante pour créer une syntaxe. Est-ce que c'est quelque chose que vous répliquez dans vos expériences? Non, moi, je ne crois pas dans cette hypothèse. Alors, ce que nous, on a, c'est que le syntaxe devient nécessaire pour limiter les explosions combinatoires dans l'interprétation. Ça veut dire si je donne plusieurs mots dans une phrase, c'est plutôt le nombre des mots dans une phrase. Ça veut dire si je parle d'un objet, et tout le monde sait que je parle de cet objet, bah, je peux dire bouteille, hein. Mais déjà s'il y a deux bouteilles, et je veux une bouteille, hein, bah, si je dis bouteille, ça ne suffit pas. Il faut donner plus de caractéristiques. Il faut, par exemple, dire le bouteille avec plus d'eau. Voilà. Et c'est ça, en fait, quand il y a plus de prédicats, qu'il faut deviner que certains prédicats sont avec certains objets. Quels sont les rôles des objets dans les prédicats? Par exemple, si je dis bouteille à gauche de Stanislas, à gauche, bah, il n'y a pas de bouteille. Bon, à droite, hein, voilà. Bah, il y en a deux, en fait. Et à droite, vous voyez, je ne pense pas que c'est le nombre des mots dans le lexique, mais c'est plutôt dans la complexité de sémantique et le fait qu'il y a plusieurs objets. Et en fait, je n'ai pas montré, mais ici, dans cette expérience, c'est autour de cette question. Et on a comme un bouton pour augmenter la complexité sémantique. Hein. C'est comme température dans les expériences chimiques. Et c'est A, B, C, D, E, ce sont des niveaux de complexité sémantique plus hauts. Et on voit en fait, je vais prendre ça, on voit par exemple, alors, ici c'est le nombre de constructions, et on voit ici à un certain moment qu'on peut continuer à augmenter la complexité sémantique sans que c'est nécessaire qu'il y ait des nouvelles constructions que c'est fait. Ça veut dire que c'est le moment où en fait c'est la compositionality et recursion se passent comme des phrases comme ici la boîte sur la table dans la cuisine de la villa, c'est dans la phase F ici. Et c'est avec des expériences qu'on cherche vraiment qu'est-ce qu'il faut pour pousser le système d'avoir de syntaxe. Oui, non, ça c'est très intéressant. Ça va assez bien dans le sens de cette idée que j'essaie de défendre, qu'il faut d'abord avoir un système sémantique non linguistique combinatoire et dans lequel on est capable de formuler des pensées complexes, et que c'est ça qui va mettre une pression pour la communication par la suite. Voilà. Ouais. Peut-être les choses se sont passées dans cet ordre-là. Ouais. Ouais. Et il faut donc aller chercher du côté peut-être de l'intelligence artificielle, des systèmes conceptuels. À quel moment est-ce qu'on commence à avoir besoin d'une représentation combinatoire pour représenter correctement les scènes visuelles, par exemple, non linguistiques. On va peut-être ouvrir à la discussion, parce que je ne voudrais pas mobiliser la parole. Qui souhaite poser une question ?